Salut à tous, ici Muriel Kameni, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour cette cinquième vidéo, je voulais d'abord commencer par faire un petit récapitulatif de ce dont on a parlé la dernière fois qu'on a eu à mentionner la perte de résistance, avant donc maintenant de parler des différentes indications, contre-indications, complications d'une péridurale. Bon, la dernière fois, je me suis rendu compte que ma souris ne se montrait pas quand je parlais des différentes démarcations. Donc, en fait, ce que je disais, chaque démarcation ici représente 1 centimètre. Donc, ici, vous avez 1 centimètre, 2, 3, 4, 5. Donc, la dernière fois, je prenais l'exemple, par exemple, si c'est que vous insérez votre aiguille et au fur et à mesure que vous insérez cela à l'aide de votre syringe, vous perdez résistance. Donc, si vous perdez la résistance à 5 centimètres et maintenant vous voulez avancer votre cathéter péridural de pratiquement 3 centimètres, vous allez additionner 5 plus 3, qui sera un total de 8. Et donc, au fur et à mesure que vous allez insérer votre cathéter, vous allez vous rassurer que vous vous arrêtez à 8 centimètres. Donc, 8 centimètres devait être à l'endroit où vous allez sécuriser votre cathéter. Donc, je voulais juste réexpliquer cette partie-là avant de commencer le sujet d'aujourd'hui. Et donc, la dernière fois, nous avons eu à parler des différents anesthésies locaux tels que la bupivacaine, la ropivacaine et tout autre, dont on mentionnait les différents doses d'initiation et de maintenance. Parce que pour une période durable de travail, vous voulez vous rassurer que vous donnez une forme diluée du médicament de sorte que la femme enceinte pourra toujours être capable de marcher. Parce que si vous donnez une dose assez concentrée, ça va, ça va causer un blocage moteur et la femme enceinte ne pourra plus capable de se déplacer. Et donc, nous avons jugé bon déjà d'expliquer un tout petit peu comment est-ce que vous obtenez la concentration de 0,625 mg. Donc, en fait, la bupivacaine vient d'habitude en 0,5%, qui est aussi égal à 5 mg. Donc, si vous prenez 2,5 millilitres multiplié par 5 mg, vous donne techniquement 12,5 mg. Donc, vous avez euh, 2,5 vous avez 2,5 millilitres de la bupivacaine dans une syringe de 20 millilitres. Vous allez ajouter à cela 17,5 de la saline normale. Si vous divisez 12,5 mg par 20, ça vous donne techniquement 0,5 mg par millilitre. Donc, pour en fait récapituler ce que je viens de dire, si vous prenez les 2,5 là, milligrammes de la bupivacaine et vous ajoutez 17,5 dans une syringe de 20 millilitres. Ça veut dire que chaque millilitre est pratiquement, équivaut pratiquement à 0,625 milligrammes. Et si vous multipliez ces 0,625 milligrammes par 20, ça vous donne votre concentration totale de 12,5 milligrammes de cette syringe-là. Et donc, en ce qui concerne les techniques de bolus, quand vous administrez ces doses thérapeutiques des anesthésies de poids en forme de bolus, vous voulez vous rassurer que vous faites cela quand l'analgésie commence à se régresser. Et donc, durant la phase du travail, l'étendue du blocage sensoriel est évaluée avant l'administration d'un autre bolus épidural. Et chaque fois que vous voulez donner un bolus, d'habitude, vous voulez donner un bolus de pratiquement 5 millilitres. Et chaque fois que vous donnez ce bolus-là, vous devez toujours vous rassurer que vous allez aspirer. Aspirer pour vous rassurer que le cathéter est toujours dans la place péridurale avant donc maintenant de donner ce bolus-là. Et vous pouvez donner cette solution-là avec ou sans opioïde pour obtenir l'analgésie que vous voulez pour votre patient. Et le niveau du blocage sensoriel et moteur doivent toujours être évalués avant et après chaque bolus. Ici, nous allons parler des différentes indications et contre-indications pour une péridurale. La péridurale est appropriée pour les douleurs de travail, l'accouchement gémellaire et des prématurés. Elle facilite le contrôle de la pression artérielle chez les femmes prééclamptiques, réduit les variations hémodynamiques pendant la contraction utérine et peut aider à l'accouchement par siège. Contre-indication inclut le refus ou incapacité du patient à coopérer, l'augmentation de la pression intracrânienne due à un processus intracrânien expansif,
Ça peut être dû à une infection, coagulopathie, hypovolémie maternelle non corrigée. Et si l'anesthésie n'est pas expérimentée ou alors il y a des ressources insuffisantes, tout cela va contribuer au fait que ce ne sera pas indiqué pour placer une péridurale chez une femme enceinte. En ce qui concerne les complications d'une péridurale, nous avons une hypotension, des céphalées posturales liées à la ponction hématome péridurale, hypotension urinaire, un blocage échoué, des maux de dos, une infection et un syndrome neurologique transitoire qui est d'habitude lié à l'administration de la lidocaine et peut se manifester par des dos irradiants vers les jambes, par les maux de dos, pardon, qui vont s'irradier vers les jambes. L'une des complications que nous pouvons aussi noter souvent peut être une rachianesthésie haute. Et cela peut être dû à l'administration non intentionnelle des anesthésies locaux par voie intrathécale à la suite d'une ponction durale ou de la migration du cathéter. Et donc, d'habitude, pour corriger cela, vous allez demander à la femme enceinte de s'allonger sur son côté gauche, déjà d'avoir une position latérale gauche. Parce qu'en s'allongeant de son côté gauche comme ça, vous allez empêcher une pression assez forte sur l'utérus. Parce que quand il y a trop de pression sur l'utérus, cela peut causer une réduction du retour veineux et du débit cardiaque et de ce fait causer une hypotension. Et donc, vous allez poser cette dame-là à s'allonger sur son côté gauche et vous allez donner des liquides intraveineux et des vasopresseurs tels que l'éphédrine ou alors de la phényléphrine pour pouvoir contrecarrer cela. Et aussi, vous devez vous rassurer vraiment de contrôler rapidement les voies respiratoires et peut-être une intubation endotrachéale de ce fait peut être nécessaire pour assurer l'oxygénation sans aspiration. Vous devez aussi éviter la pollution Trendelenburg inversée. Voici pratiquement une photo de cette position-là. Je ne sais pas si vraiment ça a un nom en français, mais voici la photo, une illustration de la position Trendelenburg inversée. Et cette position-ci n'empêche pas la propagation céphalique et elle peut causer un choc cardiovasculaire dû à l'accumulation veineuse liée à la sympathectomie. Et donc, pour régler cela, vous devez donner les liquides intraveineux et donner les vasopresseurs comme je viens de le mentionner. D'habitude, quand une patiente montre, par exemple, les signes d'une rachianesthésie haute, les patients vont peut-être se plaindre normalement des difficultés respiratoires pendant la césarienne sur anesthésie locale. Et cela peut être dû à une incapacité d'avoir l'impression de respirer pendant que les segments abdominaux et thoraciques sont anesthésiés. Et donc, les différentes manœuvres pour exclure la rachie haute sont de déterminer la capacité du patient à phoner ou la capacité du patient à serrer la main de l'anesthésiste. Si, par exemple, vous demandez au patient, OK, de serrer ma main, de serrer votre main, si la patiente est capable de serrer votre main là, ça veut dire que le niveau du bloc est inférieur au plexus brachial qui est de C-T1. Pratiquement, ce que je suis en train de vouloir dire, si votre patient est à même de serrer, ça veut dire qu'elle n'est pas en train de présenter une rachie haute. Parce que si elle n'était pas en mesure de serrer votre main, ça veut dire que l'anesthésie locale est en train de progressivement s'élever au point où ça peut bloquer votre plexus brachial. Et le plexus brachial est localisé vers C6 à T1. Donc, si votre patiente ne serre pas la main, ça veut dire qu'elle est progressivement en train d'avoir ces rachis hautes-là. Mais si elle est à même de serrer votre main, ça veut dire qu'elle est pratiquement hors danger, si je peux me le permettre. D'autres complications, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est l'hypotension. Et elle est due à la vasodilatation des artères et des veines. Elle est due à la réduction du retour veineux, du débit cardiaque et de la pression artérielle. Et pour corriger cela, vous devez pratiquement donner 15 millilitres par kilogramme des liquides intraveineux et aussi des vasopresseurs tels que l'éphédrine et la phényléphrine. D'autres complications sont les céphalées après ponction, qui peut être due à la diminution du liquide céphalorachidien dans l'espace sous-arachnodien,
et cela peut provoquer l'étirement des méninges et la traction du tentorium. Les maux de tête ressentis avec le mouvement ou alors la position verticale. En ce qui concerne les différentes incidences du mal de tête de ponction posturale, nous avons une incidence accrue qui est due à l'utilisation des aiguilles de coupe ou alors après multiples essais, si peut-être le patient est de sexe féminin ou l'utilisation d'aide pour la perte de résistance. Pour diminuer cette incidence-là, vous deviez utiliser des aiguilles à point aigu. Vous deviez essayer de faire une ponction durale assez simple. Vous devez essayer d'effectuer une ponction durale assez simple. Vous devez utiliser de la saline normale pour la perte de résistance au lieu d'utiliser l'air. Aussi c'est peut-être le patient est d'âge avancé ou alors est de sexe masculin. Cela peut aussi diminuer l'incidence des maux de tête. Et ici, c'est juste une illustration des différentes aiguilles. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, les aiguilles de coupe, comme celle-ci, on appelle pratiquement ça les Quinker Needle. Ça, c'est un exemple de ce genre d'aiguille-là. Je ne pourrais pas trouver une photo en français avec toutes ces différentes différences des différentes aiguilles. Donc, vous savez, ce genre d'aiguille-ci, elle peut aisément causer les maux de tête après ponction. Et pourtant, c'est que vous utilisez les aiguilles de pointe, vous pouvez aussi voir sur la photo comment elle est vraiment pointillée à la fin. Ces aiguilles de pointe, comme peut-être le Whittaker ou le Sporty, cela peut réduire l'incidence d'avoir les maux de tête après la ponction d'une péridurale. Les caractéristiques pour diagnostiquer ces maux de tête-là incluent le fait qu'elles peuvent se produire dans les heures qui précèdent le premier et le deuxième jour post-opératoire. Les maux de tête frontaux bilatéraux, elles peuvent être légers ou alors modérés. Le mal de tête diminue lorsque le patient s'allonge. La patiente peut se plaindre des nausées, des vomissements. Elle peut avoir une photophobie, perte d'appétit, des vertiges, perte d'acuité auditive et de l'acouphène. Alors, ceci résume notre vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur YouTube, sous les commentaires. Vous pouvez laisser vos questions là-bas ou alors nous contacter sur WhatsApp. Et donc, merci une fois de plus pour votre attention et on se verra dans notre prochaine vidéo. Merci.